grand groupe français de cosmétiques L'Oréal décidait il y a quelques jours de retirer les mots blanc, blanchissant, clair, éclaircissant sur les emballages de ses crèmes. La décision suscite la polémique. On en débat avec nos deux invités. Sandrine Lemaire, historienne, co-auteure de Décolonisation française, la chute d'un empire, et Mam Fatou Niang, maîtresse de conférences en études françaises à l'université Carnegie Mellon aux États-Unis, réalisatrice aussi de Marianne Noire, le portrait de 7 Françaises noires. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. La décision de L'Oréal que j'évoquais à l'instant, est-ce que c'est du marketing opportuniste ? Alors on est absolument sur ce que j'appelle un coup de publicité, un coup de pub qui est tombé à côté. Et on a vu le boomerang que L'Oréal s'est pris, parce que je pense que cette annonce qui a été faite sans vraiment prendre la mesure de ce qui se jouait et prendre la mesure des mots qui ont été utilisés. Donc on retombe vraiment sur moi ce que je trouve être le plus important dans tout ce qui se joue en France, mais aussi au niveau global depuis plusieurs semaines, la redéfinition et surtout de savoir de quoi est-ce qu'on parle, de quoi. Voilà, et on sait que les mots sont importants, qu'il faut y réfléchir à nouveau. Est-ce que malgré tout, il y a quelque chose de symbolique qui peut faire avancer la cause ? Oui, alors je pense que là, on est vraiment dans l'émotionnel. Tout ce qu'on voit dans vos sujets, les déboulonnages, les saccages de statuts, les termes qui sont utilisés pour être retirés dans les publicités diverses. On est vraiment dans l'émotionnel. Maintenant, je suis d'accord. Effectivement, on n'a pas d'analyse de la complexité. C'est un phénomène qui est historique, en fait. Le racisme dans nos sociétés dites occidentales, pour aller vite, a des racines historiques. Il relève de l'esclavage, de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la colonisation. Ce ne sont pas les mêmes histoires entre les États-Unis et la France et d'autres pays européens. Et pour le coup, il est important de revenir sereinement sur son histoire, non pas pour essayer de lisser les choses et les événements, mais pour les comprendre et essayer d'avancer ensemble. Alors, on ne va pas pouvoir revenir sur toute l'histoire, mais on va essayer quand même d'éclaircir un certain nombre de points. Nous, on a voulu savoir comment cette décision était perçue, celle de L'Oréal, sur le continent africain. Reportage au Sénégal, où depuis quelques années, le mouvement Happy prend de l'ampleur. Happy, c'est la contraction des mots natural et happy, autrement dit être heureux au naturel. À Dakar, Alison Fernandez, récit Anne-Sophie Pierry. Aminata Diop ressent une certaine fierté lorsqu'elle arrive à son salon de coiffure chaque matin. La devanture annonce la couleur. Un salon 100% nappy pour les hommes et les femmes. Ici, les clients assument avec fierté leurs cheveux crépus et leur peau noire. Ils revendiquent leur émancipation du modèle occidental. Non à la dépigmentation, non au lissage, non au rajout, mais oui à la beauté noire. On est noir, on est blanc, chacun reste comme tu es, bien dans sa peau. Pourquoi chercher à aller ressembler à un autre ? Rien ne vaut d'être naturel, d'être soi-même. Dans ce salon, tout le monde semble d'accord. L'annonce du groupe de cosmétiques L'Oréal de supprimer les mots blanc, blanchissant ou éclaircissant sur ses produits n'est rien d'autre qu'un acte de communication. À partir du moment où on en retire cette information, il y a des clients qui ne savent pas lire l'arrière du produit et qui vont être trompés en fait. Mais les nappies sont loin d'être majoritaires. Dans le quartier populaire de la Médina, Sabel Thioune revendique, elle, le recours aux artifices. Fossiles, extension de cheveux. Il y a 3 mois, cette femme de 25 ans a même commencé à s'éclaircir la peau. C'est beau de voir une peau claire. C'est très apprécié par les gens. D'ailleurs, certains ont déjà le teint clair, mais utilisent quand même des produits éclaircissants. Plusieurs ONG critiquent le manque d'encadrement de ces cosmétiques qui pourraient être nocifs pour la santé. Selon l'OMS, près de 4 Africaines sur 10 se blanchiraient la peau. Des chiffres datant de 2011. Alors, à l'échelle mondiale, le marché des produits dits éclaircissants représente plus de 17 milliards d'euros annuels, donc 40% en Asie, pourrait atteindre près de 28 milliards d'ici à 2024. C'est énorme, ça fait partie aussi de la problématique. Mais dans le fond, ce qui se joue là, c'est aussi celle de la représentation de la femme. C'est-à-dire qu'une femme blanche est plus belle qu'une femme noire dans la représentation qui est faite, y compris en Afrique. Mais y compris en Afrique, et j'aurais aimé que ce reportage puisse être fait, par exemple, ici à Paris. Et moi, en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, donc au-delà de ce coup de
de L'Oréal qui a été un coup pour rien, c'est de voir la réaction primaire qui a été celle d'hommes politiques sur les réseaux sociaux, qui pour moi était quelque chose d'extrêmement intéressant, qui m'a montré qu'il y a une partie de la population française, des hommes politiques, des journalistes qui sont passés à côté de l'objet. Donc la problématique n'était pas l'effacement du mot blanc, blanchissant, ou comme on a pu le voir, un racisme anti-blanc, mais c'était vraiment, on était dans une problématique de questions de santé publique qui touche des populations minorisées, asiatiques ou noires dans des pays européens, mais aussi dans les diasporas africaines et dans des capitales d'Afrique. Et donc essayer de comprendre quelles sont les racines de ce sentiment où aujourd'hui on vit dans un monde où la blancheur a une telle importance que des personnes puissent attenter à leur santé, à leur intégrité physique. Là, on est dans les stéréotypes racistes, les purs stéréotypes racistes. Tout à fait. Là encore, on retrouve des racines historiques, si vous voulez, hein, avec les stéréotypes qui ont été diffusés pendant très longtemps par toutes les propagandes coloniales des pays qui ont colonisé un jour, et où on a présenté l'homme blanc comme étant supérieur et l'homme noir au plus bas de l'échelle. C'est l'échelle de l'évolution. Mais en fait, on vit tous dans ces sociétés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est tous, si on est blanc particulièrement, forcément racistes, pas parce qu'on se pense raciste, mais parce que l'environnement nous rend racistes? On n'est pas tous absolument racistes, loin de là. Hein. Je pense qu'on est effectivement, on vit dans une culture, si vous voulez. Donc, si vous avez regardé des Tarzans dans votre enfance, eh bien, vous vous associez aux héros blancs et les méchants sont les tribus noires. Et puis, on a comme ça continué à véhiculer des stéréotypes par la culture, par la BD, par le dessin, par les manuels scolaires, il y a très longtemps. Mais on n'est pas tous racistes, loin de là. Et on n'est pas dans un racisme systémique comme on peut le trouver aux États-Unis avec des lois raciales. Donc, mais par contre, on a besoin de travailler l'histoire, de travailler en commun pour essayer d'arriver à cette unité de personnes. Parce que moi aussi, je suis de couleur. Absolument, absolument. D'accord avec ça ? Vous dites quelque chose qui est extrêmement important, c'est de dire moi aussi je suis de couleur, c'est de nous permettre de repenser la blanchité ou la blancheur, parce que c'est un concept qui est aussi un problème lorsqu'on parle de la couleur noire ou de la racisation. La racisation, elle existe parce que une couleur a été posée comme étant la norme. Mais là où je ne vous rejoins pas, où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque vous dites que tout le monde ne peut pas être raciste. Moi, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui les mots sont importants, de réfléchir à la société dans laquelle on baigne, où l'on peut ne pas... Il faut vraiment faire attention au verbe. Les personnes ne sont pas racistes, mais on a du racisme en nous. Et c'est ce racisme-là qui a été véhiculé par l'école, par les institutions. Vous comprenez que l'on nuance ? doit, voilà, cette différence entre l'être et l'avoir. Et cet avoir, il peut être inconscient, mais parce qu'il a été véhiculé par une histoire tronquée, véhiculé par les musées, véhiculé par l'histoire qu'on a dans notre espace public. Vous êtes d'accord avec cette nuance ? Qui vont Sandrine véhiculer Lemaire une certaine idée de la République, de ce que c'est que Sandrine Lemaire, je laisse réagir. Je pense qu'on n'est pas, on ne naît pas raciste, ça c'est clair. Et c'est aussi la raison. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis que tout le monde n'est pas raciste. Tout dépend du milieu dans lequel on a vécu. Absolument. Et encore une fois, l'école, par exemple, travaille énormément sur ces sujets aujourd'hui de discrimination, etc. Alors il y a encore du travail à faire, mais on va en voir un autre. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais on va en voir un autre pan. On doublonne des statues. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On rebaptise des noms de rues comme un Rufisque au Sénégal, qui a commencé à le faire à la fin des années 80. Écoutez le président de la commission culturelle. Comme le disait le poète, nos rues portent képis et sabres qui assassinèrent nos héros. Il est bon que nous les réhabilitions pour que notre jeunesse, notre population les prennent comme des références et des modèles. C'est tout à fait symbolique et ça va en droite ligne dans l'imaginaire de tout peuple. Là, on l'entend, on parle d'imaginaire. Ça veut dire que, dans le cas particulier, les Africains se réapproprient leur histoire ? Absolument. C'est nécessaire ? C'est absolument nécessaire. Et l'histoire, moi je veux que ce soit à Dakar ou à Chicago ou à Paris, l'histoire n'est pas quelque chose de fixe comme ça qui doit être passé aux nouvelles générations sans y toucher. Lorsque notre président a dit que la République ne toucherait pas, ne déboulonnerait pas des statues, moi je demande à voir où sont les statues de Pétain. Donc l'histoire est quelque chose qui est en constante formation et qui doit aussi s'adapter à la société dans laquelle on est, dans le
présent pour pouvoir imaginer un futur qui englobe les histoires précises de tout le monde. Quand on déboulonne une statue, même si elle est controversée, polémique, est-ce qu'on ne nie pas une partie de l'histoire de son pays? Alors, je pense que c'est vraiment important de ne pas considérer qu'une statue, c'est l'histoire. C'est un symbole, c'est une partie de l'histoire, celle qui a été érigée à ce moment-là, en l'occurrence la Troisième République, qui a créé énormément de statues de héros. Et donc, ce sont les héros de la Troisième République qui sont, en tout cas pour le cas français, qui sont remis en cause aujourd'hui, à savoir les héros de ceux qui ont apporté le progrès et la civilisation dans l'empire colonial. Donc il faut le recontextualiser, c'est ça? Donc il faut recontextualiser, je pense. Et je pense que pour comprendre une grande partie du racisme que l'on vit encore aujourd'hui dans les sociétés actuelles, eh bien, il faut néanmoins garder, mais tout en éventuellement créant d'autres statuts. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc il faut venir compléter, en fait, pour finalement pouvoir enseigner. Parce que si en imaginant qu'on efface tout, on fait table rase du passé, qu'apprend-on aux jeunes enfants en disant mais tu vis encore du racisme? On ne comprend plus pourquoi. Alors cette année marque le 60e anniversaire des indépendances de nombreux pays en Afrique, la République démocratique du Congo mardi par exemple. À cette occasion, le roi des Belges a envoyé un mot au président congolais. À l'époque de l'État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Des regrets mais pas des excuses. Est-ce que c'est regrettable? Des regrets, c'est un début, c'est symbolique parce qu'on sait que nous sommes dans un monde de symboles, mais il faut plus que les regrets parce qu'on le sait, la fin du colonialisme n'a pas mis fin à la colonialité, qui est cet état du monde où nous vivons ces inégalités raciales, économiques. Et ce mot est très bien, c'est un premier pas, mais il faut que ce mot soit suivi d'action, qui soit suivi de réparation, donc dans le cas de la Belgique pour le Congo, dans le cas de la France pour Haïti ou pour ses anciennes colonies. Et pour l'Algérie, puisque on se souvient d'Emmanuel Macron, candidat qui se rend en Algérie, qui parle de crimes contre l'humanité dont la France doit s'excuser, dit-il. Il est aujourd'hui président, il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est problématique? Parce que ça pose aussi la question ensuite de la compensation financière. On dit toujours que ça bloque là-dessus. Est-ce qu'on peut s'excuser et s'en tenir là? Alors, je pense on peut s'excuser, évidemment. Ça, c'est une première étape, comme le disait. C'est une première étape absolument essentielle, je pense, parce qu'elle est symbolique et qu'elle tient à cœur de beaucoup de gens. Néanmoins, je pense qu'il y faut un vrai travail historique. Tout ce qui est réparation ne bloque pas nécessairement. Il faudrait faire un vrai travail, par exemple, sur l'histoire de la colonisation. En France, on n'a pas de lieu dédié à cette histoire de la colonisation. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, parce que ça permettrait des Français d'aujourd'hui de comprendre leur passé, si vous voulez. Ils comprennent que, par exemple, des soldats africains ont défendu Reims pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Et j'espère qu'on y a un petit peu contribué. On ne fait pas de l'histoire ici, mais on commente l'actualité. J'espère qu'on a un petit peu contribué à avancer dans ce débat. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur TV5 Monde.